Les relations entre le Sénégal et la Mauritanie sont au beau fixe. Le président Macky Sall, en visite en Mauritanie, a eu un entretien avec son homologue Mohamed Ould El Ghazouani. Les liens économiques ont été évoqués avec notamment le partage du champ gazier GTA, le pont de Rosso et les accords de pêche avec 500 licences de pêche mauritaniennes octroyées aux pêcheurs de Guetnar. Liaison maritime Dakar-Gorée, la nouvelle chaloupe Joseph Ndiaye sera réceptionnée le 25 janvier prochain. Une bonne nouvelle saluée par les usagers de la traversée et visite guidée à bord de la chaloupe sur la marina des Pendik à Istanbul, à suivre dans ce journal. Le BRT, bus rapide transit, sera inauguré ce dimanche par le chef de l'État Macky Sall. Taximan, conducteurs de bus Tata et transporteurs de car Ndiaga Ndiaye sont partagés entre inquiétudes et opportunités à saisir avec le BRT qui dessert une bonne partie de la capitale sénégalaise. 5 milliards 600 millions de francs CFA, c'est le volume de financement par récépissé d'entrepôt, le SRE, un mécanisme innovant qui permet aux producteurs de déposer leur production dans un entrepôt agréé, une garantie pour obtenir un prêt bancaire. L'outil sera bientôt intégré au dispositif prudentiel de la Banque centrale. À suivre dans la rubrique économie. Bienvenue à tous. La coopération entre le Sénégal et la Mauritanie au cœur des échanges entre le président Macky Sall et son homologue Mohamed Ould El Ghazouani. Les deux chefs d'État ont eu un entretien à Nouakchott. Ils ont évoqué les liens économiques et commerciaux avec notamment le partage du champ gazier GTA, le pont de Rosso ou encore les accords de pêche, des projets dont l'exécution est très avancée. Reportage El Hadj Malick Niang et Oumani. Tout est dans la profondeur des relations entre les deux chefs d'État. Avec un engagement sans pareil, les présidents Macky Sall et Mohamed Ould El Ghazouani irriguent la coopération entre le Sénégal et la Mauritanie. Sur la base des liens séculaires qui unissent les deux peuples, ils ont porté à un niveau élevé les relations économiques et commerciales. C'est ce qui transparaît dans le tête-à-tête et la réunion élargie à leur délégation. Au cœur des discussions, des projets importants comme le partage du champ gazier GTA. Situé à 10 km au large de Saint-Louis, le terminal gazier unique en son genre entre dans sa dernière étape de mise en production. L'autre projet emblématique est le pont de Rosso. Les deux chefs d'État ont eu le mérite de poser l'acte historique qui va permettre de relier les deux villes jumelles. Tout comme le complexe gazier, l'ouvrage de franchissement connaît un niveau d'exécution très avancé à la grande satisfaction des présidents Macky Sall et Mohamed Ould El Ghazouani. La communauté sénégalaise établie en Mauritanie se félicite de la qualité des relations entre les deux pays, fortement mobilisés lors d'une rencontre avec le chef de l'État. Nos compatriotes ont vu certaines de leurs doléances satisfaites, notamment le financement d'une coopérative d'habitat et de projets en faveur des groupements de femmes, compte rendu de nos envoyés spéciaux El Hadj Malick Niang et Oumani. La joie immense de la communauté sénégalaise établie en République islamique de Mauritanie. Mobilisés en masse au Palais des Congrès de Nouakchott, les compatriotes ont voulu exprimer leur gratitude et leur reconnaissance au président Macky Sall. L'ambassadeur du Sénégal porte leur message. Monsieur le Président de la République, la communauté sénégalaise de Mauritanie vous dit par ma voix merci. Merci d'avoir cru en eux. Merci de leur avoir accordé une attention si particulière. Merci pour les sacrifices consentis durant ces 12 ans de magistère. Merci de leur avoir rendu leur fierté de Sénégalais. Monsieur le Président de la République, durant ces 4 dernières années, vous avez eu à effectuer 3 visites en Mauritanie, notamment en 2020, 2021 et celle-ci. Cela démontre à sa société l'intérêt particulier que vous portez à cette destination. Un intérêt qui se manifeste par la qualité des relations existantes entre les deux pays, symbolisée par le partenariat gazier
et la construction du pont de Rosso, qui à terme vont certainement contribuer au renforcement des liens exemplaires liant les peuples sénégalais et mauritaniens. Pour compléter l'ambassadeur, le président des associations et groupements de Sénégalais de la Mauritanie a listé les actes posés par le chef de l'État. Depuis 2012, les soutiens se sont multipliés. Le milliard de francs CFA mobilisé en appui pendant la Covid-19 est mis en relief comme symbole de cette assistance permanente. Sans compter les ambulances et autres véhicules médicalisés pour faciliter le transfert des dépouilles de la Mauritanie vers le Sénégal. Toute chose qui démontre que le président Macky Sall n'a jamais oublié cette communauté sénégalaise vivant ici en Mauritanie. Fort de ces acquis, les responsables ont porté à la connaissance du président Macky Sall certaines doléances liées à leurs conditions. Après avoir bien noté, le chef de l'État a été très diligent. Il a d'abord mis à la disposition de la communauté une enveloppe de 18 millions de francs CFA pour l'aider à mettre en place une coopérative d'habitat. Le même montant a été dégagé comme fonds de départ de la mutuelle des femmes. Mieux, le président Macky Sall a instruit l'administratrice du FES, Mme Sokhna Nata Samb Mbacké, de décaisser 75 millions de francs CFA destinés au financement des femmes de la Mauritanie. Pour le reste des doléances, le chef de l'État a promis aux compatriotes d'échanger avec son homologue mauritanien en vue de faciliter l'obtention de titres de séjour. Auparavant, le président de la République a dit l'importance qu'il accorde à l'amitié fraternelle entre le Sénégal et la Mauritanie, raison pour laquelle il a mobilisé une forte délégation à l'occasion de sa visite officielle ici, en Mauritanie. Il a exhorté les compatriotes à rester exemplaires dans leur pays d'accueil. Et concernant les accords de pêche, 50 000 tonnes, c'est la quantité de poissons attendue de la Mauritanie dans le cadre du nouvel accord entre le Sénégal et son pays voisin. 500 licences de pêche mauritaniennes sont octroyées aux pêcheurs de Guet-Ndar. Le ministre des Pêches et de l'Économie maritime s'est rendu à Saint-Louis pour procéder à la remise de ces licences. Abdouad. Ceci est le résultat de la bonne entente entre le Sénégal et la République islamique de Mauritanie. La licence de pêche mauritanienne, 500 au total, octroyée aux pêcheurs de Guet-Ndar, avec comme impact direct le ravitaillement du marché sénégalais de 50 000 tonnes de poissons. Le président Ghazouani a fait montre d'une énorme disponibilité et d'un amour pour la paix et aussi le fait qu'il soit adepte de la philosophie des complémentarités. Parce que la frontière maritime entre Guet-Ndar et la Mauritanie, c'est à quelques savates. Des heurts ont souvent éclaté entre pêcheurs guet-ndariens et garde-côtes mauritaniens à la frontière maritime entre les deux pays. Cet accord va apaiser les tensions et cet épisode ne sera plus qu'un mauvais souvenir. Et si aujourd'hui cette régularisation est faite pour mettre à la disposition des pêcheurs guet-ndariens 50 millions de kilos à l'unité, 50 millions de kilos de poissons, donc 50 000 tonnes pêchées dans les eaux mauritaniennes et uniquement pour venir ravitailler le marché sénégalais, nous ne pouvons pas passer sous silence cet acte de générosité et ce commun vouloir de vie commune. Cette licence est d'une importance capitale pour la pêche à Saint-Louis, première activité économique de la région. Mais licence bi dafa am impact sur Saint-Louis. Ces licences ne sont pas que bénéfiques pour les pêcheurs. Il y a beaucoup d'activités qui gravitent autour de la pêche. Beaucoup de gens quittent leur localité pour venir travailler ici quand il y a du poisson, que ce soit dans le commerce ou dans le transport. Toutefois, l'octroi de cette licence mauritanienne est soumise à des conditions. Elle impose notamment aux détenteurs de se soumettre au contrôle des garde-côtes mauritaniens. Et c'est la raison pour laquelle je lance un appel aux pêcheurs guet-ndariens qui ont eu ce privilège de saisir cette occasion qui leur est donnée, de faire une pêche saine, propre, se comporter en bon citoyen, respecter la législation en vigueur dans les eaux mauritaniennes,
pour que vive la coopération entre le Sénégal et la Mauritanie. Il faut respecter les points de sortie, notamment les points de passage à Diago, pour se faire contrôler par les gardes-côtes mauritaniens. Ils sont aussi présents au niveau du port polonais en permanence et pris en charge par l'État du Sénégal. Avec la licence, la tonne de poissons pêchés en Mauritanie revient à 17 €. Les 10 € sont à la charge des pêcheurs, le reste subventionné par l'État du Sénégal. Je vous le disais dans les titres, la nouvelle chaloupe pour la liaison maritime Dakar-Gorée sera réceptionnée le 25 janvier 2024. Un soulagement pour les usagers de cette traversée. La cérémonie post-certification s'est tenue en Turquie avec une délégation dirigée par le directeur général du port autonome de Dakar. Compte rendu de nos envoyés spéciaux Moustapha Ndiaye et Ibrahim Ndong. Lueur d'espoir au milieu du Grand Bleu. Dans les eaux de la marina turque, Joseph Ndiaye a fini de jeter l'ancre. C'est le nom de cette chaloupe, une nouvelle acquisition qui porte les empreintes du port autonome de Dakar. Une bonne nouvelle pour les habitants de Gorée. Je ne peux pas mesurer ma joie et j'insiste sur la satisfaction que j'ai moi personnellement et cette satisfaction que les populations de Gorée ont eue aujourd'hui. Parce qu'à travers moi, je vis cette réalité. On nous a toujours promis des bateaux, on ne les a jamais vus. Et là, il faut remercier le président de la République pour cette action qu'il a faite pour Gorée. Il ne l'a pas fait seulement pour Gorée, il l'a fait pour Gorée et tous les usagers de la chaloupe. Un géant d'acier de 220 tonnes qui porte le nom de Boubacar Joseph Ndiaye, ancien conservateur de la maison des esclaves de Gorée. Une décision bien appréciée. Boubacar Joseph Ndiaye, un digne fils de Gorée. Une personne qui s'est toujours battue pour Gorée et pour la mémoire de l'esclavage. Boubacar Joseph Ndiaye a contribué au rayonnement de Gorée dans le monde entier, à telle enseigne qu'aujourd'hui, nous pouvons recevoir par an plus de 500 000 visiteurs. C'est dans une ambiance dominée par une mosaïque de couleurs que la cérémonie de réception s'est déroulée. Ce navire a une capacité de 396 places et joue presque de toutes les commodités. Nous avons procédé à des tests de robustesse du moteur et nous sommes très satisfaits de la réponse du navire aux commandes du commandant. En termes de manœuvre, nous avons fait un test de giration, un test de crash stop. C'est passé de la vitesse maximale à l'arrière, à la marche arrière, et la réponse a été satisfaisante. À tout point de vue, nous certifions donc ce navire, Monsieur le Directeur Général. Pour l'acquisition de cette chaloupe, le choix du concessionnaire a été déterminant. Nous avons démarché l'ensemble des ateliers de réparation navale qui pourraient répondre à cette demande. On a été en Espagne, à Las Palmas, en Hollande, d'ailleurs en France, pour trouver des chaloupes conformes aux spécifications techniques de la commande présidentielle, en ligne avec le budget du Sénégal, mais surtout qui rentrent dans la fenêtre très agressive de l'agenda. C'est ainsi que, menant toutes les démarches, nous avons pu trouver, parce qu'on nous a indiqué que 95% de la flotte navale des pays nordiques est aujourd'hui conçue et fabriquée en Turquie et en Grèce. C'est ainsi que nous sommes venus en Grèce et en Turquie avec donc le soutien des meilleurs experts en la matière au monde. Et nous avons trouvé donc l'atelier Efzane qui disposait déjà d'une conception de chaloupe qui était conforme aux spécifications sénégalaises, mais surtout et mieux, qui tenait les délais de l'agenda du président. Efzane est une entreprise réputée dans son domaine avec plus de 700 navires de gros calibre à son actif. Pour la construction du navire, on a utilisé la dernière version des systèmes. Et on peut même conduire le bateau dans les mers internationales. Il aura fallu seulement 14 mois pour livrer la commande, une diligence qui s'explique par les urgences du moment. Dans le contexte récent des pannes récurrentes de la flotte actuelle, une flotte composée de 2 chaloupes, l'une Kumba Castel qui est de 1999, donc 24 ans,
L'autre, BER, qui est de 2006, donc 17 ans, avec tous les problèmes. Donc il a fallu accélérer, mais tout en restant dans un schéma de non-compromis ou de compromission avec la qualité, la sûreté et le confort. Fini les nombreuses difficultés qui ont longtemps miné la liaison maritime Dakar-Gorée. Avec cette nouvelle acquisition, c'est tout simplement un ouf de soulagement pour les habitants de l'île Mémoire, mais aussi cela traduit le respect de la parole donnée des autorités, le principe de la continuité du territoire vers l'île Mémoire, Gorée. Et la décision rapide du président de la République a permis l'acquisition du navire visant à soulager les habitants de Gorée. Une bonne nouvelle saluée par les populations. Suivant les réactions recueillies par Ibrahim Ndong. Nous rendons hommage à M. le Président de la République pour véritablement l'acquisition de cette nouvelle chaloupe et également adressons nos félicitations à M. le Directeur général du port autonome de Dakar et l'ensemble de ses collaborateurs pour véritablement la diligence apportée à cette acquisition-là. Au-delà de Dakar-Gorée, nous pensons que cette nouvelle acquisition n'est qu'un début. Et d'autres vont suivre après le rail, après le routier, après l'aviation avec Air Sénégal. Une nouvelle dynamique pour le transport à courte distance devra être lancée pour enfin mettre en place toute la logistique pour que le Sénégal puisse jouer son rôle de hub sous-régional. Et en quoi faisant, nous avons déjà commencé la construction des 2 ports, Ndayane et Barbi-Sendou, et avec les ports secondaires Kaolack, le port de Saint-Louis et le port de Ziguinchor, un hub pourra être mis en place en tenant compte bien sûr de la sous-région, et Dakar, en recevant les porte-conteneurs qui vont maintenant jusqu'à 24 000 unités, entre 15 000 et 24 000, pourra jouer ce rôle de dispatching. Et faisons à présent connaissance avec ce joyau sorti des chantiers navals et visite guidée à bord du Joseph Ndiaye sur la marina de Pandi. Le président Macky Sall qui a fait le choix d'offrir aux populations de Gorée, aux Sénégalais et aux amis du Sénégal une liaison maritime de haute conformité sécuritaire et sûreté, mais avec aussi un haut niveau de confort qui va avec la dignité des populations de Gorée. La nouvelle chaloupe Joseph Ndiaye qui sera embarquée ce mardi 16 janvier 2024 et je rappelle qu'elle est attendue à Dakar ce 25 janvier 2024. Et puis, retour au Sénégal pour parler d'une autre infrastructure, le BRT, une aubaine pour les taximans et conducteurs de bus Tata de la gare routière de Petersen. Ils comptent sur les clients du BRT en partance pour le centre-ville et d'autres quartiers non traversés par le bus rapide transit pour faire de bonnes affaires, tout le contraire des transporteurs des cars Diagandiaï qui ont peur de perdre une part importante de leur clientèle. Mamadou Sakine. L'arrivée du BRT dessine une nouvelle configuration du transport de masse à Dakar. À Petersen, une des gares emblématiques de la capitale, l'atmosphère familière prend un nouveau souffle d'optimisme en prévision de la prochaine mise en circulation du BRT. Nous devons changer le parking parce que BRT Nous devons changer notre parc automobile parce que nous portons beaucoup d'espoir à la mise en circulation du BRT. À la descente du bus, les clients en partance pour d'autres destinations vont prendre des taxis, donc c'est un avantage pour nous. Petersen, c'est aussi le point de départ d'une dizaine de lignes de bus Tata. Pour ces transporteurs, l'impact du BRT sur leur quotidien semble limité. Dakar est trop engorgé. Malgré la forte présence des transports en commun, des clients rentrent difficilement chez eux. La demande est très forte. Donc le BRT est une solution. Il va permettre de désengorger Dakar. Nous n'avons pas la même clientèle. Donc le BRT ne va en rien impacter notre travail. Cependant,
le BRT ne fait pas que des erreurs. Les conducteurs de Car Ndiaga Ndiaye nourrissent des craintes face au risque de perdre une part importante de leur clientèle. Avec l'arrivée du BRT, notre clientèle va diminuer considérablement. C'est plus rapide parce qu'il roule seul sur une voie. Donc les clients préfèrent le BRT pour éviter les embouteillages. La mise en service du BRT élargit le spectre des options de transport disponibles. Dans ce nouvel environnement, les chauffeurs de taxi, les transporteurs de bus Tata et Car Ndiaga Ndiaye sont désormais contraints de développer des stratégies novatrices pour maintenir leur compétitivité. Et la mise en service du bus rapide Transit BRT est imminente pour les conducteurs devant convoyer les passagers. La formation a porté sur 2 aspects. Une des conditions nécessaires est de disposer de plus de 8 passagers. Mansour Dia et Kaltoum Gaye pour le reportage. Conducture, concentration, vigilance. Ce conducteur a assimilé les notions dispensées pendant sa formation. On a appris surtout comment conduire un véhicule articulé, comment tenir en compte le gabarit dans les virages, surtout avec les carrefours, comment accoster un bus de ce gabarit avec une station qui a un bec et où il faut respecter une lacune de 5 cm pour permettre une meilleure accessibilité aux passagers et surtout aux PMR. Une semaine d'apprentissage assurée par un partenaire technique. Alors, comment est constitué le volet pratique? On a proposé un programme de formation qui permet une amélioration continue en termes de progressivité des compétences des conducteurs par rapport à l'attendu final qui est tout simplement d'avoir des conducteurs de référence professionnels pour le BRT. Le BRT est en bus, c'est près de 19 mètres. Ça ne se conduit pas n'importe comment. Ça appelle certaines qualités, certaines compétences. Donc la première qualité, c'est de savoir comment je vais appréhender, on va dire cette machine, ce beau véhicule, pour pouvoir faire en sorte que nos utilisateurs soient transportés dans un maximum de sécurité possible. Auparavant, comme Souleymane Ndiaye, les élèves conducteurs subissent une formation théorique de 3 semaines. Donc dans la première semaine, le conducteur suit toute la formation qui concerne les valeurs de l'entreprise, et comment le conducteur doit se comporter, à savoir déjà en venant à l'heure, le respect de l'heure. Ils vont travailler en collaboration avec le poste de commande centralisé et il y a une manière de communiquer avec eux, c'est ce qu'on appelle le dialogue opérationnel. L'apprentissage de la conduite du BRT a ouvert d'autres perspectives à des chauffeurs qui se considéraient expérimentés. On est à 1 semaine de la formation, plutôt 2 semaines. Mais là, je vois que moi, je n'étais pas un conducteur, mais plutôt un chauffeur. Mais à la formation BRT, là, j'ai bien su que moi, je suis un conducteur professionnel. Pour renforcer l'aspect sécuritaire dans les bus, la Brigade nationale des sapeurs-pompiers est sollicitée. Nous jugeons nécessaire que le conducteur soit formé pour les gestes de premier secours. C'est le premier acteur en cas d'accident ou d'incident. Donc avant d'appeler les pompiers, je pense que nos conducteurs devraient pouvoir appliquer les gestes de premier secours. Avec 18 mètres de long, ces bus articulés nécessitent une formation adéquate pour leur conduite. 148 conducteurs sont déjà formés pour assurer l'exploitation de ce nouveau transport dans la capitale sénégalaise. Voilà la formation des conducteurs du BRT, bus rapide transit, qui sera inauguré, je le rappelle, ce dimanche par le chef de l'État Macky Sall. Place à présent au journal des régions. Et pour démarrer cette deuxième partie, parlons du système de récépissé d'entrepôt, un mécanisme innovant qui permet aux producteurs de déposer leur production dans une infrastructure de stockage certifiée. Le récépissé est une garantie pour obtenir un financement auprès des banques. 2 ans après sa mise en œuvre, plus de 5,6 milliards de francs CFA ont été mobilisés en termes de financement. Cet outil sera bientôt intégré au dispositif prudentiel de la Banque centrale. C'est le sujet de la rubrique économie.
L'accès au financement constitue l'un des obstacles majeurs au développement de l'agriculture. Pour obtenir un crédit bancaire, les producteurs éprouvent d'énormes difficultés faute de garanties suffisantes. Pour appuyer davantage ce secteur, l'organe de régulation du système de récépissé d'entrepôt a été créé à travers la loi 2017-29 de juillet 2017, suivie d'un décret d'application en 2020. Le récépissé, c'est un outil, un document financier consacré par la loi qui aujourd'hui devient la garantie pour le producteur. Donc le producteur qui a besoin d'un financement, de liquidité pour pouvoir gérer une urgence par exemple, il suffit de stocker dans un magasin agréé par le système, c'est un système d'agréage, et à partir de ce moment, il bénéficie d'un récépissé d'entrepôt et il peut aller à n'importe quelle banque ou institution de microfinance pour demander un financement partiel de son produit qu'il vient de déposer dans cette banque. Donc, la banque peut le financer jusqu'à 80%, mais elle peut aussi financer 10% ou 50%. Pour bénéficier d'un agrément de l'ARS, les magasins de stockage doivent remplir un certain nombre de conditions. Pour qu'un entrepôt soit agréé, il faut déjà une installation fixe, en dur ou bien en béton ou bien en zinc, capable de recevoir des marchandises selon des normes définies, par exemple l'aération, les matériels de manutention, de logistique, etc. Le gardiennage, l'environnement immédiat, s'il y a des menaces ou bien des risques qui tournent autour des entrepôts. Tout ça constitue des facteurs qui peuvent rendre le magasin ou l'installation de stockage conforme à ces types d'opérations financières. Pour stimuler le modèle de financement par récépissé d'entrepôt, le projet AgriResult accompagne la mise en norme des sites de stockage. Nous intervenons à travers des incitations financières. C'est pourquoi dans le projet, on utilise le terme « Pay for Result ». L'objectif à travers ces incitations financières-là, c'est de permettre donc d'améliorer les infrastructures de commercialisation, donc les entrepôts, de permettre aux producteurs, aux petits producteurs d'une manière générale, de pouvoir accéder au crédit bancaire en utilisant les récoltes comme garantie et d'une manière générale, sur un plan beaucoup plus global, assurer la sécurité alimentaire, parce que c'est un des objectifs aussi qui est poursuivi par l'État du Sénégal et le gouvernement du Sénégal à travers le système de récépissé d'entrepôt. L'organe de régulation du système de récépissé d'entrepôt intervient dans 10 régions du Sénégal. À Toubandindi, Ousmane Diakhaté s'active dans la collecte et la trituration des graines d'arachide. Le récépissé d'entrepôt lui a offert plus d'opportunités. Le système de récépissé d'entrepôt est important parce que dans la chaîne de valeur, le problème de commercialisation et le problème de collecte est un problème crucial, surtout quand on n'a pas les financements qu'il faut. Aujourd'hui, avec le système de récépissé d'entrepôt, on peut avoir de la matière première qui nous permet de travailler pendant une bonne partie de l'année. En tout cas, c'est un système qui vient à son heure. À Ziguinchor, les acteurs de la filière anacarde apprécient ce dispositif mis en place par l'État. Il nous aide à trouver des financements dans des banques. Et c'est là qui a fait que la filière vraiment continue convenablement. Et on gagne beaucoup d'argent pendant la campagne. On fait travailler les jeunes, on fait travailler les femmes, on fait travailler les adultes. Et tout simplement à cause du système de récépissé d'entrepôt. 2 ans après la mise en œuvre du système de récépissé d'entrepôt, les résultats enregistrés sont plus que satisfaisants. Nous avons fait les 10 régions du Sénégal sur les 14, dans lesquelles nous avons fait des expériences sur le riz, sur l'arachide, mais aussi sur l'anacarde, sur les céréales. Et aujourd'hui, nous sommes autour de plus de 20 000 tonnes qui ont fait l'objet, 20 000 tonnes, qui ont fait l'objet de passages dans nos différents magasins qui ont été agréés ça et là. Et le total de ces magasins agréés tourne autour, après 2 années d'activité, autour de 121 magasins. En termes de financement, nous avons pu mobiliser plus de 5 milliards 631 millions en termes de financement bancaire. Cependant, les difficultés ne manquent pas. Producteurs, opérateurs ou encore transformateurs sollicitent l'accompagnement de l'État dans la mise en place des centres de stockage. Le seul défaut qui nous encombre, c'est tout simplement parce que du fait qu'on paye nos propres magasins. C'est l'inconvénient qui est là avec nous. Si tu prends un magasin, tu le payes à 500 000 francs mois, à 600 000, 700 000 francs mois, et si tu travailles, parce que tout va là-bas. Et sans compter d'autres frais qui accompagnent la filière.
c'est-à-dire les frais de stockage. Donc l'État doit nous aider à avoir nos magasins dans nos départements pour pouvoir bien travailler. Aujourd'hui, pour avoir des magasins de ce type, c'est un peu compliqué. Il faudra payer la location pendant 1 an, alors qu'on n'est pas sûr de pouvoir l'utiliser pendant 1 an. Et tout le monde sait que c'est des charges qu'il faudra assumer. Donc pour nous, il faudra que le gouvernement nous aide à avoir des magasins de stockage. Ces magasins de stockage-là, s'ils sont aux normes, nous permettra d'être beaucoup mieux à l'aise de stocker. Parce que pour avoir des magasins de cette caractéristique, c'est un peu compliqué. Des sollicitations qui seront certainement prises en compte dans la stratégie d'implantation nationale des entrepôts. Le système de récépissé d'entrepôt, un mécanisme innovant qui sera bientôt intégré au dispositif prudentiel de la Banque centrale. Ça veut dire que le récépissé, une fois intégré dans ce dispositif, aura plus de marge de manœuvre, plus de facilité de financement dans les différentes structures bancaires. Donc, il y aura plus d'acteurs qui vont bénéficier de financement et que les banques pourront se faire financer au niveau de la Banque centrale. C'est extrêmement important cette phase-là. L'autre phase aussi, c'est que nous avons été saisis par les Nations Unies à travers notre ministère des Affaires étrangères pour que le Sénégal puisse participer au groupe de travail international sur les récépissés d'entrepôt. Les Nations Unies sont en train de mettre une loi type qui va être la loi que tous les pays devront adopter pour uniformiser la pratique du récépissé d'entrepôt. Des pays membres de l'UEMOA s'inspirent de ce modèle de garantie adopté par le Sénégal. Aujourd'hui, l'organe de régulation du système de récépissé d'entrepôt travaille avec une dizaine d'institutions financières. La mise en place de cet outil va faciliter la création d'une bourse de matières agricoles dans notre pays. Le récépissé d'entrepôt, un mécanisme innovant qui permet aux producteurs de bénéficier d'un financement auprès des banques. Escale culturelle pour les passagers qui embarquent à l'aéroport international Blaise Diagne de Diass. Depuis 3 jours se déroule la première édition du Kasm Cultural Show, un show culturel qui met en avant la culture sérère. Prestations culturelles, ballets, vernissages sont proposés pour mettre en valeur la communauté sérère. Ceci au moment où le Sénégal célèbre la 12e édition du Festival national des arts et de la culture Fesnac à Fatick, la capitale du Sine, tout un symbole pour l'AS, initiateur de cette activité culturelle. Fatimata Banelba. Quand la culture s'invite à l'aéroport, ça donne une ambiance festive. Les passagers de l'aéroport international Blaise Diagne sont invités à découvrir l'une des cultures les plus riches du Sénégal, celle des Sérères. Des ballets envoûtants, des pas de danse harmonieusement exécutés au rythme du tam-tam traditionnel. L'aéroport est enjolivé d'œuvres qui rappellent le dynamisme mais également la richesse de nos terroirs. Le Customer Cultural Show est une initiative de l'IMAC AIBD Souma, l'AS, qui veut faire de l'AIBD un aéroport culturel fortement marqué vers la promotion de la destination Sénégal. Dans cette installation, vous verrez tous les produits issus de ce terroir et pendant 3 jours, on va recevoir des artistes de Diass et des artistes sérères aussi qui vont prester pour magnifier la culture de ce terroir. Ce qu'il y a comme décor, c'est une case traditionnelle. Donc à l'intérieur de la case, vous trouverez, comme je disais tantôt, tous les produits issus de ce terroir, des objets de vie, des objets de collection qui font partie du quotidien de beaucoup de peuples sérères. Ce show culturel transporte le passager dans un voyage riche à travers des représentations artistiques authentiques, des dégustations de plats sérères et des présentations mettant en avant l'histoire et les coutumes de cette culture fascinante. Le choix de la culture sérère pour cette première édition de Customer Cultural Show n'est pas fortuit, car Diass, où est implanté l'aéroport, était habité par les Sérères Safen. Une manière de rendre hommage à ces braves gens qui ont mis à disposition leur terre pour construire cette infrastructure aéroportière de dernière génération. Cet événement de vulgarisation de la richesse culturelle de nos ethnies est désormais inscrit dans l'agenda culturel de l'AIBD. Voilà la première édition du Kasm Cultural Show qui se déroule actuellement au niveau de l'AIBD. Et voilà, c'était tout pour cette édition de la mi-journée. Merci à vous de l'avoir suivi. Je vous retrouve tout de suite après pour l'édition en Wolof. Bon après-midi à tous.
séduire, charmer, envoûter. L'alchimie est de retour, la sensation de vivre une émotion sublime et unique. C'est unique, c'est exceptionnel, ce bonheur qu'ils ont procuré à toute une nation. Lundi 15 janvier 2024, c'est l'entrée en liste du Sénégal à la Coupe d'Afrique des Nations de football Côte d'Ivoire 2023. Un match inaugural aux allures de derby. Sénégal-Gambie en duel épique pour bien rentrer dans la compétition. Match à suivre en direct et en exclusivité sur les antennes de votre télévision nationale, la RTS, diffuseur officiel et exclusif de la CAN.